nous sommes très heureux de vous saluer sur la plateforme virtuelle de la Maison Russe Bruxelles Europe et nous voudrions consacrer cette visite virtuelle d'aujourd'hui à la journée internationale des vols pilotés dans l'espace ou à la journée de l'espace, comme on l'appelle chez nous en Russie. Notre visite se fait en 2 langues. Si vous voulez nous suivre en français, cliquez sur l'icône du globe en bas de votre écran и choisissez la piste française. Для тех, кто будет слушать нас по-русски, пожалуйста, выберите русскую дорожку, кликнув на иконку с изображением глобуса внизу справа вашего экрана. А теперь, когда технические детали закончились, я с удовольствием представляю давно нами любимых и нам знакомых коллег из прекрасного музея Самара космическая муниципального бюджетного учреждения. Donc, je vous présente mes collègues, mes très chers collègues du musée de Samara, городского округа Самара, de центр l'arrondissement de Samara, Самара космическая. Это Елена Samara Михайловна, Cosmique, директор этого замечательного музея, большой энтузиаст космоса, вообще один из самых замечательных людей. Donc, vous savez, c'est lié au cosmos du fait que toutes les personnes qui ont participé dans nos événements cosmiques et virtuellement et en personne, elles apportent avec elles une énergie particulière cosmique. Et justement, Yelena Kuzina, qui va être notre guide aujourd'hui, c'est une personne qui illumine pratiquement tout autour d'elle avec son amour envers le cosmos, avec son amour vers le musée. Je suis très contente que vous êtes avec nous et avec un grand plaisir, je vous passe la parole et je pense que vous allez présenter vous-même vos autres collègues. Merci. Merci beaucoup pour ces paroles gentilles. En fait, on parle souvent que nous sommes plus proches au cosmos. C'est pas correct parce que nous faisons partie du cosmos et c'est ridicule de dire qu'on est en train de vaincre le cosmos. Et justement, quand on parle du cosmos, beaucoup de barrières sont, en fait, ils deviennent floues. Donc, nous avons la traduction simultanée, donc vous pouvez parler sans pause, mais justement, on vous demande de parler, si possible, plus lentement. Merci. En fait, Samara a été très chanceuse à ce point-là parce que Samara a une très grande ressource et un cluster qui fait partie de l'industrie cosmique. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle du cluster? Tout d'abord, c'est beaucoup de sociétés qui travaillent pour l'industrie cosmique. Ce n'est pas seulement les sociétés qui produisent des fusées, mais également les sociétés qui produisent des satellites, c'est la métallurgie, les autres usines de production de pièces techniques qui travaillent, y compris et tout d'abord pour l'industrie cosmique. En même temps, nous avons beaucoup d'établissements d'éducation, par exemple l'université aérocosmique. Nous avons les universités techniques, non pas seulement spécialisées dans les métiers du cosmos, mais les universités techniques, les universités de communication. Nous avons également les cours préparatoires au lycée, et également nous avons les écoles spécialisées et également nous avons établissements culturels, y compris notre musée. Notre musée n'est pas le seul musée. Il y a beaucoup de musées cosmiques dans les sociétés que je viens de mentionner. Donc, c'est un sujet qui est très actuel pour notre ville. Et aujourd'hui, notre ville réalise le cycle entier de production de fusées
fusée de lancement. Et donc, nous lançons dans le cosmos tout le cosmonaute du monde entier, y compris les Américains, les Chinois. Donc, c'est pour cette raison que notre Samara est très chanceuse. Et bien sûr, je vais passer la parole à Alexandra qui va vous donner plus de détails parce qu'elle est plus compétente dans ce domaine-là. Et je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette fête de cosmonautique, d'astronautique, parce que cette fête, pour nous, est considérée comme une fête personnelle du niveau du 8 mars, du niveau de la fête de Nouvelle Année. Donc, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette fête. Je nous souhaite qu'on continue notre collaboration online et personnellement, en présentiel. Et donc, je souhaite que nos meilleurs plans de paix, en fait, se réalisent. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Masha, pardon, à Sacha. Bonjour, je m'appelle Alexandra. Je suis la guide de ce musée, Samara Cosmique, et je suis très contente de vous accueillir dans les murs de notre musée. Je vais vous présenter notre exposition qui est nouvelle. Ça fait peu de temps que nous nous sommes ouverts dans ces nouveaux locaux. Et la pièce principale, malheureusement, nous n'avons pas pu la prendre avec nous parce que la pièce primordiale, c'est la fusée. Nous en avons à Samara, au centre de la ville, sur le prospect de Lénine. Nous avons le monument d'une vraie fusée Soyouz. Probablement, quand quelqu'un va traverser notre ville ou va venir dans notre ville pour la visiter, je vous conseille de euh, en fait voir cette fusée et qui est installée verticalement, dont la hauteur de 51 mètres. Donc, c'est une vraie fusée Soyouz au milieu de notre ville. Et le début de notre construction de fusée a été fait par cette moquette-là d'une fusée R7 qui est une fusée intercontinentale balistique. Et justement, cette fusée-là, lancée dans le cosmos, c'est le premier satellite terrestre le 24 octobre 1957. Et justement, cette fusée-là, qui est une fusée typique, lancée dans le cosmos, en fait, sortait dans le cosmos les premiers animaux. Et justement, cette fusée-là, R7, en fait, elle représente la base de notre fusée qui est maintenant produite qui transporte les cosmonautes, les astronautes, et qui transporte les satellites, etc., dans ces temps modernes. La production en série dans notre ville a été commencée en 1958. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous assemblons toujours ces fusées. On peut trouver beaucoup d'informations sur notre constructeur principal de notre usine Progress, où à partir de 1958, on assemble toujours des fusées. C'est notre constructeur Dmitri Kozlov qui a été également appelé le bras droit de notre constructeur général. C'est justement lui qui, pendant 45 ans, était à la tête de la production en série des fusées de satellites. Malheureusement, pour le moment, il est décédé à l'âge de 89 ans en 2010. Mais jusqu'aux ces derniers jours, il était à la tête de notre usine Progress. On peut également voir ici ces photos. On peut voir euh, quelque chose qui appartenait à Dmitri Kozlov. Tout ça, on peut voir dans cette exposition.
plus en détail. Vous allez voir les photos maintenant sur l'écran. Et maintenant, je vais vous parler plus en détail de cette fusée moderne qui s'appelle Soyouz. De quels détails elle comprend, qu'est-ce qui est produit exactement dans notre ville. Nous avons ce stand-là qui s'appelle la fusée. Une fusée, c'est simple. Et en effet, le principe de travail de cette fusée est beaucoup plus simple que le principe de fonctionnement, pardon, d'un avion. Ici, nous avons une usine métallurgique où sont produits les pièces parce que la partie principale d'une fusée, c'est fait le réservoir à combustible. Donc, le kérosène utilisé comme combustible. Dans notre ville, les chambres à combustion sont également produites. Nous avons également dans notre ville une usine où les moteurs sont produits pour les fusées. Pour l'assemblage de notre carnage, c'est fait ici, y compris la couche de protection quand la fusée passe par les couches d'atmosphère plus solides. Les vaisseaux cosmiques ne sont pas rassemblés dans notre usine. C'est sur l'usine qui s'appelle Énergie, dans la ville de Korolov. Donc, on nous transporte ces parties-là qui sont produites ailleurs par l'avion dans notre ville et le reste, y compris certains éléments et les détails, sont produits donc, ces détails qui ne sont pas produits chez nous, on nous les transporte chez nous et ici, on fait l'assemblage de cette fusée et ensuite on les envoie par le chemin ferré. Donc, le cosmodrome le plus connu, c'est le cosmodrome Baïkonour qui se trouve à Kazakhstan. Nous avons également les cosmodromes dans l'oblast de Arkhangelsk et s'appelle Plsetsk également, le cosmodrome Vostochny qui est également utilisé pour le lancement de fusées. Notre fusée comprend 3 étages de troisième classe. Elle peut porter de charge jusqu'à 7-8 tonnes et la masse initiale de la fusée et le poids de la fusée est 310 tonnes. Et donc, la masse principale est composée surtout par des réservoirs à combustible. Donc, cette fusée peut être pilotée par les cosmonautes et également, nous avons des fusées à cargo. Et donc, dans les fusées pilotées, nous avons le système de sauvetage. Donc, c'est une fusée la plus sûre du monde. Il y a eu des cas d'urgence, mais à chaque fois, nous avons sauvé des personnes. Et donc, les cosmonautes sont restés à vie. Ce système est représenté par cette pointe-là au bout de la fusée. Donc, dans deux cas de situation d'urgence, nous avons des moteurs tout en haut et ils commencent leur fonctionnement et ils séparent l'appareil cosmique des réservoirs à combustible.
Et donc, en fait, cette partie-là qui est séparée, elle va partir de 2 kilomètres avant et de 4 kilomètres d'à côté. Ensuite, en bas, nous avons 4 réservoirs à combustible sur le premier étage, sur la deuxième étage qui est le plus long et le troisième étage. Donc, euh, la fusée euh, va nécessiter de 529 secondes pour en fait sortir sur l'orbite. Ici, sur le stand, nous avons également un bon schéma où on peut voir comment fonctionne la fusée. Donc, nous avons ici la fusée avant le lancement. Euh, nous recevons l'indicatif clé pour le lancement, mais bien sûr, les cosmonautes n'ont pas de clé pour lancer une fusée. Toute la conduite, tout le pilotage, pardon, de la fusée est fait par d'autres systèmes. Donc, pendant le lancement, le premier et le deuxième étage commencent à fonctionner. Ensuite, la fusée va être séparée. Tout d'abord, le système de sauvetage d'urgence va partir sur la 106e seconde du vol. Et justement après, sur 18e seconde, le premier étage va partir. Donc, ce sont les réservoirs vides qui vont tomber sur la Terre dans des endroits spécifiques, dans des steppes du Kazakhstan. Après avoir passé l'atmosphère, c'est couche plus solide et donc les compartiments de la fusée certains compartiments vont également tomber sur la 266e seconde. Le deuxième étage va tomber également. Le réservoir à combustible vide va se séparer de la fusée. Ensuite, nous avons seulement le troisième étage. Cet étage-là va sortir le vaisseau spatial dans le cosmos et il lui redonne de l'élan jusqu'à la première vitesse cosmique qui est de 28 000 km par heure. C'est la vitesse de la station qui passe sur l'orbite terrestre, c'est la vitesse des satellites. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons besoin du troisième étage. Après 29 secondes, cet étage-là va également se séparer et va brûler complètement dans l'atmosphère terrestre. Et donc, tout ce qui est resté de notre fusée cosmique, c'est le vaisseau cosmique. Et sur ce vaisseau, les cosmonautes vont atteindre la station cosmique. Et donc, le système le plus court maintenant, c'est de 3 heures pour atteindre la station. Et les cosmonautes sont localisés dans le compartiment de milieu. Devant, nous avons les comportements de besoins quotidiens. En arrière, nous avons le combustible et les cosmonautes se sont situés dans le compartiment du milieu. Donc, où vont-ils être transportés, nos cosmonautes, nos astronautes? Nous avons un grand complexe interactif dans notre exposition qui s'appelle Spacebook, donc le cosmos de poche, où nous pouvons trouver les informations principales sur ces écrans interactifs. On peut voir des images en 3D, des modèles en 3D d'une station cosmique, par exemple. On peut la faire tourner. C'est la station Mir qui
était sur l'orbite à partir de 1986 jusqu'à 2001. Donc, elle est restée sur l'orbite terrestre pendant cette période-là. C'est une station russe, mais ensuite, elle a été inondée dans les eaux de l'océan Pacifique. Et sa place a été prise par la station astronautique internationale. Et bien sûr, cette nouvelle station est beaucoup plus grosse que la station Mir. Elle représente une masse de 440 tonnes. Et cette station est vraiment énorme et elle se situe à seulement 400 kilomètres de la Terre. La station fait deux tours autour de la Terre sans interruption. Les cosmonautes peuvent voir le lever de soleil 16 fois par jour. Les cosmonautes y vivent très bien. Maintenant, nous avons 9 personnes sur la station, dont euh, 3 sont des cosmonautes russes. Donc, ensuite, nous avons ici une représentation des satellites parce que malgré le fait que nous avons dans notre ville, les fusées sont produites, nous produisons également les satellites qui font de recherche sur la Terre de ces ressources. Nous avons des satellites biologiques. Tout cela est produit dans notre ville et ils sont utilisés avec succès sur notre orbite. Je voudrais vous dire, je, je voudrais vous parler de d'un vol, du vol, pardon, du premier cosmonaute dans le cosmos. Je voudrais vous parler de Yuri Gagarin. En fait, notre ville avant s'appelait Kuibyshev à partir de 1935. Et donc, à partir de 1991, nous faisons partie du lancement parce que donc ici dans notre ville, nous avons également assemblé la fusée de Yuri Gagarin. C'était une fusée qui s'appelait Vostok. C'est toujours la même fusée R7 avec une nouvelle un nouveau étage. L'auteur de la fusée est 38 mètres et comme on peut voir tout en haut, il n'y a aucun système de sauvetage de l'équipage parce que c'était le tout premier vol de l'homme dans le système et pour cette raison, ce genre de système n'a pas été conçu encore. Et donc, ce vol-là était très dangereux. Le vol de Yuri Gagarin a duré seulement 108 minutes. Donc, il a fait juste un tour autour de la Terre et ensuite, il s'est atterri sur la Terre. Mais il y a eu quand même beaucoup de situations d'urgence très différentes pendant ce laps de temps court, dont une a influencé sur le fait qu'il n'est pas retourné sur l'endroit prévu initialement d'atterrissage parce que justement dans notre ville, on attendait le retour de Gagarin et il y a pas loin de nous, dans une région de près de chez nous, Yuri Alexeyevich Gagarin devait se retourner, mais cela n'était pas prévu, ne s'est pas passé comme prévu. Ici, on peut voir le schéma du vaisseau spatial de Gagarin. Donc, quand l'appareil est sur l'orbite, il est comme sur le schéma, mais quand nous faisons revenir le cosmonaute, ce vaisseau-là va être séparé
On peut voir comment cette séparation se fait. Donc, et pour Gagarine, cela ne s'est pas produit pendant le vol parce que il est rentré avec le vaisseau entier dans l'atmosphère. Il a commencé à tourner, il ne comprenait pas où était sa tête, où étaient ses jambes. Et pendant 10 minutes environ, se, il se tournait, mais c'est pour cette raison, la séparation a eu lieu finalement quand même, mais il a atterri pas dans notre région, pas dans notre oblast, mais dans l'oblast de Saratov qui est voisinante de la nôtre. Donc, quand nos premiers cosmonautes retournaient de Cosmos, ils pouvaient se catapulter à la hauteur de 7 kilomètres. Donc, à cette hauteur-là, Gagarine s'est catapulté et il a eu également un parachute pour atterrir. Il s'est atterri pas loin dans un champ entre les villages de Popovka et Smelovka. Et bien sûr, personne ne l'attendait à cet endroit-là parce que l'atterrissage devait se faire dans un autre endroit. Et les premières personnes qu'il a pu voir, c'était Anna Kaftarova et sa petite fille Rita qui travaillait dans le champ. Et bien sûr, quand elles avaient vu un point orange dans le ciel, parce que le cosmonaute avait la combinaison orange, elles ont eu très peur. Et ensuite, elles l'ont reconnu. Il a dit, je suis soviétique, je suis des nôtres. Et après le vol, Gagarine a été transporté dans notre ville, Kuibyshev, où il a passé 2 jours. On peut voir qu'il jouait au billard. Il se reposait, bien sûr, et rapportait comment s'était passé son vol. Et nos couturiers de Kuibyshev ici lui ont cousu une nouvelle uniforme. En fait, quand il partait, il avait le rang de lieutenant et pendant ces 108 minutes de vol, il a été promu au capitaine. Et quand il a atterri, justement, après qu'il a atterri, justement, nos couturiers de Kuibyshev, en une seule nuit, lui ont préparé toute nouvelle uniforme dont nous sommes très fiers. Nous avons également une rue qui a été nommée Yuri Gagarin parce que c'est justement par cette rue-là, Gagarin a passé dans la maison où il s'est reposé. Nous avons un parc nommé en son nom. Et malgré le premier cosmonaute Yuri Gagarin, dans notre ville, après le vol, euh, tous les premiers cosmonautes ont passé du temps et ils sont passés en fait, ils ont été réhabilités justement ici dans notre ville dont nous sommes très fiers. Mais pas tout était triomphal dans l'histoire de l'astronautique soviétique, dont ce que je vais vous parler ici, c'est une fusée qui s'appelait M1. Et sa hauteur était de 105 mètres. Cette fusée était appelée sa masse était 2735 tonnes. Il y a eu de lancements, mais malheureusement,
ils étaient tous et se sont tous mal passés. Ces 4 lancements parce que sur le premier étage, tout en bas, au fond de la fusée, nous avons installé les moteurs qui s'appelaient MK33. Et il y en a eu trop. Il y en a eu 30 moteurs. Et donc, on n'a pas pu synchroniser le travail de tant de moteurs et le lancement était un échec. Mais malgré cela, malgré le fait que nous n'avons pas utilisé, nous n'avons pas piloté cette fusée, nous l'avons utilisée pour transporter les charges. Les stations interplanétaires lunaires, nous avons pu utiliser ces appareils, nous ont transporté le sol lunaire dans le régime sans pilote. Donc, ce genre de programme, nous avons utilisé. Pour le moment, en collaboration avec beaucoup de pays, nous avons commencé notre programme lunaire et on pense à la construction des stations lunaires. Donc, tout ça sont des projets. Je voudrais vous parler également d'un autre système qui s'appelle Énergie Bourran. C'est justement un système à usage multiple. La fusée énergie est une énergie lourde. Elle a été assemblée également dans notre ville. Et cette fusée devait sortir sur l'orbite un vaisseau spatial à usage multiple qui s'appelait Buran. Il y a eu 2 lancements, mais Buran a volé seulement une fois. Il a fait 2 tours autour de la Terre. Il a passé 205 minutes dans le cosmos. Mais c'était un triomphe de l'astronautique soviétique. Et ce vol fait partie du livre des records de Guinness parce que ce vol a été complètement sans pilote. C'était un lancement complètement automatique. 1200 sociétés dans l'Union soviétique ont travaillé sur ce système. Il y a eu de nouveaux moteurs qui ont été conçus, de nouveaux mélanges de fer ont été conçus, de nouvelles techniques de soudage également été conçu. Le lancement a eu lieu en 2008, mais finalement, ce programme a été très cher et donc il a été arrêté. Dans notre collection, nous avons également la protection thermique de Buran. Donc, ce sont des carreaux en quartz. Il y a eu 38 300 carreaux de quartz sur Buran. Ils faisaient comme des cailles de poisson sur Buran. Ces carreaux pouvaient résister à des températures très élevées, jusqu'à 1800 degrés Celsius. Ce matériel est utilisé activement maintenant, mais il a été conçu justement pour ce programme-là. Maintenant, je vais vous montrer une vraie pièce. C'est une vraie combinaison spatiale de sauvetage. Dans cette position-là, dans cette combinaison cosmique, se trouve le cosmonaute pendant le lancement d'une fusée, pendant l'atterrissage.
Donc, ici, nous avons ce fauteuil spécial avec un pli bleu qui s'appelle logement. Donc, cela protège l'astronaute pendant l'atterrissage et pendant le lancement. Parce que pendant le lancement, le cosmonaute doit résister beaucoup euh, en fait, de résistance. Donc, par exemple, si le poids d'un cosmonaute est de 70 kg, on doit multiplier celui-ci par 5 et ce poids-là, il doit résister. Donc, cela représente une masse de 350 km. Donc, pour protéger un cosmonaute, cette charge a été grâce au fauteuil bien équilibré. C'est pour résister à la pression. Donc, cette construction est très individuelle pour chaque vol, pour chaque cosmonaute. Les cosmonautes peuvent voler dans le cosmos plusieurs fois, mais à chaque fois, il faut leur créer ce genre de combinaison spatiale. Ici, sur la manche droite, on peut voir une insigne avec les noms des participants de l'équipage. C'est Sergei Zalotin et Alexandre Kaleri. Donc, chaque participant pour chaque station, chaque expédition a son propre insigne. Donc, c'est l'insigne qui a été préparée pour le dernier vol. Toujours sur la marche droite, on peut voir un miroir. À quoi ça sert? En fait, ils sont situés dans cette position d'embryon avec des ceintures. En fait, ils sont fixés et- et- d'une manière qu'ils ne peuvent même pas tourner leur tête. Et à l'intérieur de capsule, il y a très peu de place. Il y a partout des appareils, des capteurs, mais le cosmonaute peut bouger son bras et l'utiliser comme rétroviseur pour voir tous les appareils et justement les noms de tous les en fait, tout ce qui est écrit sur les appareils est écrit à l'envers pour qu'on puisse le lire dans le miroir. Ensuite, à l'intérieur nous avons un baromètre ici, ce qu'on peut voir, parce que à l'intérieur de la combinaison, il y a une pression spéciale et qui doit être maintenue. Et grâce à cette combinaison, bien sûr, le cosmonaute sera toujours bien protégé. Portez votre attention, s'il vous plaît, à cet appareil-là. Cet appareil permet la communication avec la Terre. Il appuie sur le bouton, le cosmonaute, et il peut parler avec la Terre. Sur sa poitrine, nous avons le bouton pour régler la pression et le devant du casque doit être transparent. C'est ici dans le musée que nous avons mis cette peinture argentée. Normalement, bien sûr, euh, les combinaisons spéciales pour la sortie dans l'espace est beaucoup plus solide.
La température dans l'espace est jusqu'à 250, moins 250 degrés et il y a beaucoup de rayonnements et radiations solaires. Et donc, pour sortir dans l'espace, nous avons les combinaisons spatiales qui s'appellent Orlan. Nous ne préparons pas les combinaisons spatiales chez nous et elles sont préparées à Podmoskovie, dans la région de Moscou. Donc, nous avons tous les noms de combinaisons spatiales sont nommés selon les oiseaux. Par exemple, nous avons les combinaisons qui s'appellent faucon et concernant les températures à l'intérieur de la station spatiale, elles doivent être confortables. Les cosmonautes peuvent être habillés en short, euh, et autres. Donc, c'est seulement pendant les entraînements, les cosmonautes vont être habillés dans ces combinaisons spatiales. Les cosmonautes doivent faire de manière obligatoire tous les jours 2 heures de sport parce que autrement, ils ne pourront pas s'adapter au retour sur la Terre parce que l'absence de gravité impacte beaucoup le système musculaire et le corps en général des cosmonautes. Ici, je voulais vous montrer également un appareil. Euh, donc, parfois, si on a besoin de faire des réparations sur la station, on a besoin de faire transporter quelque chose et les instruments habituels ne sont toujours pas utiles, comme par exemple le marteau. Si on va taper avec un marteau normal dans le cosmos et à cause de l'énergie de cet impact, le cosmonaute peut partir très loin. Donc, pour cette raison-là, a été développé un vrai marteau spatial. À l'intérieur, il est vide, il est creux, comme sur cette image. Et on peut y trouver quelques particules métalliques et quand on euh, donc grâce à ces particules-là, le marteau va pas faire un mouvement en arrière quand on donne un coup. Il reste en place. Je voudrais également parler de la nourriture, de l'alimentation des cosmonautes. Donc, pour les premiers vols, un emballage spécifique a été conçu qui s'appelle les tubes. Gagarin était le premier qui a essayé de manger dans le cosmos. Il a justement mangé avec ces tubes-là. Il a eu quelques purées de viande, purée de légumes et de chocolat. Tout ça était dans les tubes, mais son vol était court. Les cosmonautes modernes vivent pendant 6 mois. Ils peuvent vivre jusqu'à 1 an dans l'espace. Et bien sûr, ils ont besoin de quelque chose de plus varié, plus savoureux. Et pour les cosmonautes modernes, ce genre de nourriture est préparé comme on peut voir sur ce stand. Nous avons des borщ et des purées ici. Nous avons jusqu'à 250 plats différents dans leur menu. C'est une production lysophilisée. Donc ici, c'est-à-dire sur la Terre, on peut faire du borщ, mais on ne peut pas le transporter dans le cosmos. C'est pour cette raison il est traité et l'humidité est complètement sortie du borщ. Ce borщ-là va être impacté dans ces paquets hermétiques. Et pour le manger,
on doit juste rajouter de l'eau à l'intérieur de la station spatiale. Sous pression, l'eau va être euh, hum, introduite dans le paquet et le cosmonaute utilise ce paquet comme en fait, comme une assiette. Ils coupent un bout et juste font sortir ce plat dans leur bouche. On peut avoir dans ces paquets du lait, du café, du thé, tout ça lysophilisé. On juste rajoute de l'eau, on y met une paille et grâce à cette paille, le cosmonaute va boire sa boisson. Et nos conquéreurs de l'espace ont besoin, bien sûr, des fruits, des légumes frais et ces derniers leur sont transportés. Et bien sûr, ces fruits et légumes-là, ils vont pourrir très rapidement. Pour cette raison, on va leur envoyer juste des petites quantités. Les cosmonautes en mangent et ensuite ils vont attendre la prochaine livraison des fruits et légumes qui va avoir lieu 2 mois après seulement. Et donc, une fois tous les 2 mois, les vaisseaux spatials euh, vont leur apporter des produits. Nos cosmonautes russes aiment beaucoup de l'oignon, de l'ail. Les Américains aiment les agrumes. Et dans tous les cas, ils vont partager leurs délices. Les cosmonautes, autres que les jours de travail, ils ont leur jour de repos où autour d'une table commune, tout l'équipage va se rassembler. Ils peuvent échanger leur menu, ils peuvent goûter chez leurs collègues, ils peuvent parler de leur expérimentation, ils peuvent parler de leurs nouvelles de chez eux. Et je voudrais dire que la station internationale spatiale, c'est l'endroit sans aucune politique. Dans l'orbite, les cosmonautes disent, parce que depuis le cosmos, on ne peut pas voir les frontières entre les pays. On voit la Terre, on comprend que c'est notre Terre, on doit la conserver, bien la garder. Et bien sûr, c'est pour ça qu'ils se partagent tout ce qu'ils ont. Nos cosmonautes utilisent également les conserves qui peuvent être très différents et peuvent comporter les desserts, les plats principaux. Mais bien sûr, ces conserves ne sont pas ordinaires, elles sont plus visqueuses. Et le pain, euh, les cosmonautes mangent également, mais ce pain-là n'est pas le même que le nôtre sur la Terre. Il est très il est très petit, comme vous pouvez voir à droite. Ces petits morceaux de pain sont produits pour les cosmonautes pour éviter les miettes. Parce que les miettes peuvent être très dangereuses dans l'espace et peuvent rentrer dans les voies respiratoires et peuvent tomber dans les appareils. Et donc, les cosmonautes, pour cette raison, mangent par ces petits morceaux pour ne pas y laisser des miettes. Les cosmonautes mangent 4 fois par jour pendant 16 jours de vol. Aucun plat ne se répète. Également, pendant notre excursion, je voudrais vous montrer une salle très inhabituelle qui s'appelle le cosmos. Ce n'est pas un jeu. Et ici, on peut voir toutes les pièces qui sont représentées comme matryoshka, qui nous parle de l'époque de développement de l'astronautique. Chaque matryoshka est très unique. Ici, vous pouvez voir une matryoshka qui
était dans l'espace. Nous avons Oleg Knanenko, l'un des astronautes, qui n'est pas né dans notre oblast, mais dans la ville de Charjou. Mais il est arrivé chez nous pour travailler dans l'usine de Progress en tant qu'ingénieur. Il assemblait une fusée, mais il avait toujours voulu voler dans l'espace, partir dans l'espace. Il a été sélectionné dans le groupe des cosmonautes. Et maintenant, il est le commandant du groupe des cosmonautes. Il a 58 ans d'ailleurs. Et en ce moment-là, il est sur l'orbite. C'est son 5e vol, après lequel il va devenir l'homme qui aura passé le plus de temps total dans l'espace. Et donc, après la fin de son expédition, au total, il aurait passé 1100 jours dans l'espace. Et cette matryoshka, il l'a portée comme ses affaires personnelles dans le vol. Donc, c'est une vraie matryoshka. Et ensuite, elle nous l'a portée dans notre musée. Il y a même une empreinte de la Station internationale astronautique sur le fond de cette matryoshka. Donc, il y a encore une salle très inhabituelle où on peut voir nos matryoshkas. Toutes les étapes de développement de l'astronautique. Nous avons Konstantin Tsiolkovsky qui a promu l'idée d'utilisation d'une fusée pour des vols cosmiques et qui disait que la combustion la plus efficace pour les fusées serait justement le kérosène et l'oxygène. Et il avait raison. Ensuite, nous avons la fusée R7, la fusée intercontinentale balistique, le premier satellite terrestre. Je suis ici. C'est le moto. Il a été lancé en 1957 et sa seule fonction était de donner un signal radio, bip bip. C'était le premier objet artificiel lancé en dehors de l'atmosphère terrestre. Et c'était justement le mot Spoutnik russe, le mot russe qui est apparu dans toutes les langues après son lancement, parce que cette satellite a été lancé justement chez nous. Le premier animal qui est parti en dehors de notre atmosphère, donc c'est le chien Laika. C'est son nom. C'est cette chienne-là qui a été la première chienne qui est partie dans l'espace, mais malheureusement, elle est morte 5 heures après le lancement. Son retour n'a pas été prévu. Et les animaux les plus connus, c'est bien sûr l'équipage de 2 chiens, croisés Belka et Strelka, qui ont fait 17 tours autour de la Terre. Et ils sont revenus sur la Terre. Après ce vol, l'un de ces chiens, en fait, c'était une chienne, elle a eu une portée de 6 chiens, dont une chienne, un de ces chiots a été en fait donné en cadeau à Jacqueline Kennedy, la femme du président américain, et ensuite ce chien a eu sa propre portée. Donc, tous les chiens de cet équipage spatial a été des chiens croisés. Après le lancement de Belka et Strelka, qui a été un vol réussi,
On a eu un télégramme que il faut maintenant lancer le premier homme dans l'espace, mais le constructeur principal de l'astronautique soviétique, Sergei Korolev, il a dit non. Au début, on doit avoir au moins 3 lancements réussis. Et donc, on a envoyé un autre chien, encore une chienne, Tchernouchka, et ensuite, tout de suite après elle, une autre chienne qui est appelée Zvezdochka. Et donc, après, il y a eu le premier en fait, vol de l'homme dans l'espace qui était réussi. Malheureusement, maintenant, nous devons arrêter notre excursion. Comme nous sommes limités par le temps, j'étais très ravie de vous parler d'une partie de notre exposition. Bien sûr, comme nous n'avons pas pu en 1 heure étudier toutes les pièces, j'espère que vous avez été content de visiter notre musée. Очень симпатичные матрешки. Les Ура. matryoshkas sont adorables. Спасибо вам огромное. Merci beaucoup, chers collègues. Просто испытали космические эмоции. On a eu vraiment des émotions cosmiques pendant cette visite virtuelle et nous sommes très contents que malgré toutes les difficultés et votre déménagement, malgré les difficultés, les conditions difficiles, cette exposition quand même a eu lieu et notre collaboration continue. Nous remercions le musée Samara Cosmique, tous vos collègues. Nous vous souhaitons de la prospérité et on vous souhaite de, en fait, surpasser toutes les difficultés temporaires parce que je pense que tout ce qui est fait pour une amélioration. Nous serons très contents de continuer notre collaboration et encore une fois, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette journée internationale de vol piloté qui aura lieu le 12 avril, de la journée la de l'astronautique. Et je voudrais utiliser cette opposition pour vous inviter en présentiel à notre projection de film documentaire qui s'appelle Comment je suis devenu cosmonaute le 11 avril et le 12 avril, le jour de l'astronautique, on va projeter le film qui s'appelle Le Défi, qui a été partiellement filmé dans l'espace sur la station internationale cosmique. Et donc, je vous donne la parole pour finir cette excursion. J'étais ravie, c'était très agréable de travailler dans ce format-là en ligne. J'espère ce ne sera pas la dernière fois. Et merci beaucoup pour vos vœux et on vous souhaite également nos meilleurs vœux à cause de en fait, pour cette journée internationale de l'astronautique. Donc, chers amis, on vous attend sur notre plateforme de la Maison Russe à Bruxelles.